accepté notre invitation. Vincent Cespedes est là également. Bonjour à vous. Bonjour. Philosophe, essayiste, auteur de Vivre au printemps, paru aux éditions Matt-Caline. Est-ce que la France a besoin d'ordre d'abord, et est-ce qu'Emmanuel Macron est le président de l'ordre ensuite ? La France a besoin d'ordre, toute société a besoin d'ordre. Je ne pense pas que ça soit du côté de la gauche et de l'extrême gauche que le désordre pleut partout. On a des phénomènes médiatiques qui sont hyper minoritaires quand on constate finalement les chiffres. Le désordre, il est aussi un désordre d'ordre politique, un désordre par rapport à ceux qui vivent dans la misère et qui sont très très nombreux en France, plusieurs millions. Voilà, le désordre, c'est le fait d'avoir des pauvres en France. Le désordre, c'est le fait d'avoir des cas comme on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire où on voit une sorte d'indécence et de grands problèmes relationnels à l'autre. Le désordre, il est en entreprise. Tout est ordonné en entreprise, mais il y a un désordre humain et affectif terrible. Il y a du stress, il y a des phobies. Le désordre, il est à l'école. Tout est encadré à l'école. Tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a des gens qui souffrent. Il y a des élèves qui se demandent ce qu'ils font là. Donc, il ne faut pas avoir une vision, je dirais, naïve de l'ordre et du désordre. Le véritable ordre, c'est simplement des individus heureux, conscients de leurs droits et libres. Le faux ordre, c'est l'apparence comme ça. Vous savez, en dictature, l'ordre existe. Donc il faut dépasser la vision, je dirais, médiatique de l'ordre et du désordre. C'est pas parce qu'on manifeste qu'il y a c'est une du vision désordre. médiatique de l'ordre qu'il a, Emmanuel Macron par exemple ? Là, je pense qu'il se mouille pas, mais de toute façon, depuis le début, Emmanuel Macron sert plutôt ceux qui sont les dominants et les décideurs, sans trop se mouiller pour pouvoir plaire à tout le monde. Oui, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans l'analyse la question de se demander que finalement ce ne sont pas les pauvres et ceux qui auraient des raisons de se révolter que l'on voit faire du désordre. Totalement. Et c'est bien ça le problème des sociétés modernes, c'est qu'il y a un certain nombre de groupuscules qui s'agitent, qui viennent se greffer sur des mouvements qui sont légitimes. On peut partager ou non les idées de la CGT, mais le droit d'un syndicat de manifester, il est inscrit dans nos textes, et même si on ne partage pas les opinions de ce syndicat, il faut respecter le fait qu'ils manifestent, qu'ils viennent se greffer sur des mouvements légitimes et qui rendent aussi extrêmement difficile l'action des forces de l'ordre. L'histoire de France montre que quand les pauvres manifestent, ça se passe vraiment très mal. Voilà, les pauvres, ils doivent finir le mois. Mais il y a toujours des groupuscules et des porte-paroles de cette misère. Mais ils ne sont pas les porte-paroles, ces ils sont gens-là. les porte-paroles. Ils ne sont absolument pas les porte-paroles. Ceux qui souffrent le plus dans ce pays ne manifestent pas. Et ceux qui souffrent le plus, on ne les entend pas. Il suffit de regarder la sociologie. Je crois que c'est aux confrères du Parisien qu'on fait une étude sur le profil des manifestants qui ont tout cassé dans Paris. C'est que des fils à papa. Monsieur Bardella, pardonnez-moi de vous interrompre. Vous confondez les manifestants, les gens qui sont les cortèges et qui manifestent et dont parle Vincent Cespedes à côté de moi, qui sont les gens, qui sont des petites gens. Vous ne croyez pas que c'est les cadres sup qui manifestent? Non, moi je parle de des Black Blocs, moi. Bien sûr. On les a entendus. Ça n'est pas nouveau. Je vous rappelle quand même, il y a 15 ans, au sommet du G20 à Gênes, parce que j'y étais moi en tant que journaliste, 5 journalistes à l'hôpital, des bras cassés, etc. Donc ce phénomène-là qu'on voudrait présenter comme quelque chose de neuf, c'est un phénomène qui est oui, mais récurrent. mais ce qui est neuf, c'est qu'ils ne manifestent plus pour leur compte et qu'ils viennent se greffer sur des mécontentements préexistants. Un besoin d'un peu d'ordre, mais voilà, pourquoi automatiquement une polémique pour la moindre petite phrase? C'est pas une polémique, c'est plus mais profond que ça. Non, mais c'est parce que vous voulez en faire quelque chose de profond et tirer la notion d'ordre parle à beaucoup de gens, c'est pas une petite polémique, la notion d'ordre, c'est très très important. La société est dans des rapports de force. Tout est rapport de force. Et à un moment, si les choses bougent, il y a du désordre. Donc il ne faut pas craindre le désordre, ça fait partie de la vie démocratique. Notre débat est peut-être un peu désordonné, même s'il y a des garants de l'ordre, et ça exprime la liberté des idées. Dès qu'il y a de la liberté, il y a du désordre. C'est pas être gaucho de le dire, c'est être un tout petit peu philosophe. La liberté va avec une forme de désordre. Donc dès qu'on fétichise l'ordre, dès qu'on veut éviter les échappées de liberté qui remettent en question les rapports de force, eh bien, on a une vision un peu dirigiste et un peu autoritariste de la vie démocratique, c'est tout. Donc c'est une question fondamentale. Accepter le désordre, c'est aussi accepter la critique et que les choses bougent. On ne va pas fossiliser 2018 en disant on est arrivé au paradis sur Terre. Une question
peut-être, au lieu de sans arrêt renvoyer les choses vers le politique, se pose aussi la question de la disparition, de l'anémie des corps intermédiaires dans notre pays. Et ça interpelle justement dans les combats sociaux, les syndicats et un certain nombre de gens, de structures qui sont là justement pour être l'état tampon, pour être le dialogue avec le politique et faire porter des revendications justes ou injustes, mais enfin qui sont leurs revendications. Et là, on ne peut que constater le dépérissement et le refus de se réformer de ces corps intermédiaires, ce dégagisme qui a frappé la classe politique, elle frappe aussi ces corps intermédiaires, mais je crois que c'est ça qu'on paye avec la montée de ces mouvements extrêmes. Il y a aussi le désaveu des gens, c'est-à-dire que les citoyens ne croient plus aux corps intermédiaires, c'est ça surtout qui est grave. Les corps intermédiaires continuent leur boulot, mais il y a un désaveu, alors ça va aller vers des formes effectivement plus violentes, plus émotionnelles, et ça il faut évidemment faire très attention, mais on voit bien qu'il y a un refus justement d'être pris en compte par des corps intermédiaires qui étaient pour la paix sociale. Il y a une transformation à suivre et c'est très très important. Ce qui est intéressant dans Vincent Cespedes, c'est que finalement vous avez sur le plan du désordre, en analysant l'ordre, vous avez avancé avant tout ce qu'on peut appeler, excusez si le terme est peut-être impropre, l'excuse sociale. C'est-à-dire que la violence dans la société était d'abord une violence sociale. Je me demande si cette vision qui n'est pas fausse et pas incomplète. Est-ce qu'on peut, par exemple, on l'a vu pour le malaise dans les banlieues, on a commencé par expliquer les difficultés dans les banlieues par une question sociale et on se rend compte, à travers un certain nombre de travaux, que cette vision est incomplète. Et que notre société est traversée par des menaces qui ne relèvent pas de l'excuse sociale. Je ne pense pas que ça soit la menace qui provoque la violence populaire. C'est pas l'idée de menace. Je pense qu'on est dans une société en mutation, que on n'arrive pas à avoir une vision de l'avenir. On compte parfois sur les politiques pour nous dessiner ce que sera l'avenir dans 20 ans, 30 ans. Dans quel monde vont vivre nos petits-enfants ? On ne l'a pas, cette vision-là. Donc il y a une grande angoisse et il y a une volonté d'inventer. Nous sommes dans un pays où on peut inventer, on peut créer, on a une parole libre, on a des penseurs, on a des expérimentations de terrain, dans l'éducation, dans tous les secteurs. Et c'est cette inventivité qu'il faut mettre en place. Et le dialogue n'est pas là. Ce que je déplore avec Emmanuel Macron, c'est qu'il affiche, et c'est là où c'est un peu vicieux et pervers, c'est qu'il affiche le côté bonhomme de quelqu'un qui veut dialoguer, mais il n'y a pas de dialogue réel, il n'y a pas d'expérimentation réelle qui sont tentées, il n'y a pas d'audace pour la jeunesse inventive et pour ce que l'on peut dire que la société doit avancer avec des idées nouvelles. Moi, je ne vois pas les idées nouvelles, je ne vois pas le corps social qui propose, je vois quelque chose de très vertical, très hiérarchisant, avec un discours de modernité. Et c'est pareil pour l'éducation. Ce qu'on va avoir, c'est tout un discours de progressisme pédagogique, mais le progressisme administratif ne suivra pas, et en sous-main, on aura la tradition et l'ordre qui reviendra. Une forme d'autoritarisme, du coup, derrière ce mot d'ordre pour vous. Caché derrière une modernité avenante qui dit « vive le dialogue », c'est ça. C'est le vieux monde. Et vive l'ordre aussi. C'est ça, une forme d'hypocrisie politique qui me dérange beaucoup. Emmanuel Macron, si on avait écouté le dialogue en 1940, ils en étaient tous pétinistes. Oui, mais on l'a écouté dans les années 70 et c'était plutôt... C'est aussi vraiment, c'est le vieux monde, parce qu'Emmanuel Macron fonctionne exactement comme tous ses prédécesseurs. Il travaille avec la haute administration, il est complètement dans la gangue, et ça, Roselyne Bachelot, je pense, le sait, en tant que ministre, elle a dû certainement se cogner la tête contre ce prêt-à-penser énarchique, sans populisme de ma part. Cette haute fonction, Emmanuel Macron est un enfant de cette haute fonction et sous des airs extrêmement modernes. Oh là là, vous n'avez pas nous faire un numéro de populisme. Mais c'est la vérité. Mais c'est la réalité, c'est qu'il fonctionne. Il fonctionne exactement avec tous les critères avec lesquels on a toujours fonctionné depuis 20 ans. Emmanuel Macron était... C'est pas du populisme de dire ça. J'ai pas dit que ça marche. Je vous donne la parole. Moi, je conteste formellement la culture de l'excuse. Je ne crois pas, moi, à l'explication de la pauvreté pour justifier la violence. Je crois, en l'occurrence, s'agissant des banlieues, que ça fait 40 ans qu'on a déversé 90 milliards d'euros dans ces quartiers, sous l'aspect quand même assez économique, et rien n'a changé. Ce sont aujourd'hui les territoires les plus criminogènes de France. Et je pense qu'on néglige quand même en grande partie les phénomènes culturels, et voire même cultuels dans un certain nombre de quartiers. La réelle pauvreté dans le pays, elle est dans la Creuse ou dans le Cantal, où on vit très loin des foyers d'activité, et là-bas, on ne brûle pas des voitures pour aller
exprimer une colère. Donc oui, mais elle ne peut pas expliquer qu'on va ensuite tout casser dans les communes ou qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre. Donc voilà, moi je conteste quand même l'explication de la culture de l'excuse qui est permanente. Vous avez une vision monolithique des handicaps sociaux. Il y en a plusieurs des handicaps sociaux. Il n'y a pas que la pauvreté, il y a le racisme, la discrimination, il y a la frustration, il y a beaucoup de choses qui jouent. Et quand vous regardez les enquêtes sociologiques, évidemment que c'est indexé, évidemment que la violence est indexée sur des malaises sociaux qui sont là. Quand on casse la police de proximité, quand on casse le thermomètre qui permet de juger des violences urbaines en fonction de est-ce qu'on s'attaque à l'État ou pas, on voit bien que là, il y a un problème de lisibilité de ce qui se passe.